Bonjour à tous. Alors avec un titre comme ça, Sachez chasser pour devenir un bon sachant, soit j'allais vous parler de diction, soit de partage du savoir. Et bien sûr, on est ici pour parler d'intelligence, donc je vais vous parler de partage du savoir et notamment du partage de travail de la recherche. Alors, plus généralement, on parle de ça sous le terme de vulgarisation, qui est quand même un mot bien moche, pour définir un process qui est nécessaire et super utile. Alors bien sûr, la vulgarisation, ça va être les chercheurs ou les scientifiques pour parler au public, mais ça va être également dans la vie de tous les jours, on ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais par exemple, quand vous êtes à une réunion au travail et qu'il va y avoir des domaines un peu différents autour de la table, il va falloir vulgariser vos propos pour que tout le monde vous comprenne. Votre famille aussi, parfois il faut vulgariser ses propos pour expliquer son boulot, pour expliquer un petit peu tout ce qu'on fait. Voilà, donc la vulgarisation est vraiment partout. Pourtant, en sciences, ça a mis un petit peu de temps quand même avant de se développer. On vit vraiment dans un gros boom de la vulgarisation. Alors pendant très longtemps, les chercheurs n'ont pas forcément atteint le grand public. Un chercheur, il faut savoir, ou une chercheuse, ils vont être très habitués à parler entre eux, parler un jargon qui n'est pas forcément compréhensible clairement du grand public, mais pas forcément non plus compréhensible par des chercheurs qui travaillent pas exactement sur ces sujets. Moi, par exemple, quand j'étais neuroscientifique, je travaillais dans un labo, on était une centaine, donc vraiment beaucoup de gens, avec beaucoup de disciplines mélangées, qui avaient un intérêt commun, mais qui n'étaient pas exactement la même chose. Et on avait des lab meetings, donc des réunions de labo tous les jeudis, et la plupart du temps, honnêtement, 90% du temps, je m'asseyais à ces lab meetings et je ne comprenais pas un mot de ce que le chercheur en face essayait de m'expliquer. Pourtant, je travaillais avec cette personne, il était dans mon laboratoire, on est tous les deux neuroscientifiques, et pourtant, il n'arrivait pas à m'expliquer ce qu'il faisait. Et là, vraiment, c'est là où je me suis dit, mais la vulgarisation, ce n'est pas juste pour le grand public, c'est également dans les lab meetings, ça fait partie de la vie du chercheur. Et un bon chercheur, ça va être beaucoup de H, un bon chercheur devrait vraiment savoir communiquer, que ce soit au public ou tout simplement à ses propres collègues. Donc effectivement, voilà, les chercheurs, ce n'est pas des gens très habitués à communiquer au grand public. C'est vraiment en train de changer pour deux raisons principales. La première, comme a dit Pascal Pic au tout début, généralement, quand on vous demande c'est quoi un chercheur, vous allez avoir au moins un élément qui va vous venir en tête, généralement, c'est la blouse blanche. Vrai ou non? Ouais, voilà. Généralement aussi, quand on dit un chercheur, c'est un chercheur. Donc on va avoir un homme avec une blouse blanche. Généralement, probablement, il y aura aussi des lunettes qui vont être impliquées dans l'histoire. Mais voilà, on s'est rendu compte que l'image du chercheur, elle n'est pas forcément très bonne, tout simplement parce que les gens n'ont pas accès aux chercheurs. Les gens voilà, peuvent pas se dire « Tiens, aujourd'hui, je vais aller visiter un laboratoire et je vais aller rendre visite à un chercheur, discuter avec lui, voir ce qu'il fait. » C'est quand même très compliqué. C'est difficile d'accès. C'est de là d'où vient Pint of Science. En fait, on s'est dit plutôt que d'emmener le public aux chercheurs, on va amener le chercheur au public, et notamment à Londres, forcément dans les pubs. Donc oui, cette image, on n'en souffrait pas tant que ça, j'ai l'impression, à l'ancienne, on va dire, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. Voilà, c'était plutôt prestigieux de dire « je suis chercheur ». Ah d'accord, ok, très bien. Bon, on ne sait pas ce que tu fais, mais tu es chercheur. Cool. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une génération de jeunes, on vit dans un monde où on est habitué à partager. On est habitué à partager notre déjeuner sur Instagram, on est habitué à partager tout ce qu'on fait, toute notre vie. Et puis quand on dit je suis chercheur en soirée, les gens d'un coup ils nous disent ah non, mais je veux même pas que tu essaies de m'expliquer ce que tu fais, je vais rien comprendre. Et c'est là où ça devient très frustrant, et notamment l'envie de vulgariser nous prend. Parce que si, donne-moi 5 minutes, je te promets, je vais réussir à t'expliquer. C'est pas parce que je suis chercheuse que je parle forcément d'un langage que tu vas pas comprendre. Je peux le faire, je peux vulgariser. Donc voilà, vraiment cette idée de changer un petit peu l'image des chercheurs. Et puis quelque chose aussi dont on s'est rendu compte, je pense, c'est que la recherche, elle est quand même financée par vous tous. Dans vos impôts, vous payez voilà, il y a une partie qui va partir à la recherche. Donc les travaux que font les chercheurs, au final, c'est un peu des travaux qui vous appartiennent.
Et puis, voilà, on s'est aperçu avec le temps que, voilà, on se plaint, les budgets sont coupés, etc., etc. Et puis, en fait, on se dit, mais au final, les gens qui choisissent dans quoi ils veulent mettre leur argent, les gens, la population, la société, au final, c'est pas trop ce qui se passe dans les labos. Il se passe des milliers de trucs, mais on vous montre pas, on vous ouvre pas les portes du laboratoire d'une façon ou d'une autre. On reste entre nous, on partage ça entre nous. On sait l'avancée d'un tel, la petite avancée d'un tel, l'autre petite avancée qui a eu lieu d'un tel laboratoire, mais au final, le public sait très très peu ce qui se passe. Donc du coup, tout ce climat, on va dire, a donné envie de vulgariser. Voilà, on est dans une ère où vraiment c'est en train de devenir très important et nécessaire pour les chercheurs de montrer au public tout ce qu'on fait. Et pas juste la science, c'est-à-dire que quand on va vous parler de nos recherches, on ne va pas juste vous dire, voilà, moi je travaille sur telle équation, sur tel truc très compliqué, blablabla, mais je vais essayer de vous l'expliquer. On va essayer aussi de remettre un petit peu d'humanité derrière tout ça. Vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a envie d'étudier ce sujet, parce que quand on est chercheur, on est quand même passionné, on passe des heures et des heures, des week-ends, des soirées sur un sujet, et cette passion, c'est bien aussi de la transmettre et de vous montrer voilà pourquoi moi je trouve ça passionnant, pardon, pourquoi je suis passionnée par mon sujet, ce que j'adore, ce que je trouve compliqué, etc., etc. Donc tout ça fait que de nos jours, on a envie de vulgariser, on a envie de partager, et forcément le web, pour ça, c'est un outil génial. Alors bien sûr, quand on pense au web, il y a des choses un petit peu conventionnelles, par exemple des articles de vulgarisation. Donc là, forcément, c'est ce qui existait déjà, version papier. Maintenant, ce qui est génial avec le web, c'est qu'il y a une façon de partager qui est énorme. On peut juste, à portée de clic, envoyer par mail, par Twitter, par Facebook, un article à une communauté ou à des connaissances. Donc ça, c'est vraiment beaucoup mieux que papier. On n'a pas besoin de payer non plus. Avant, il fallait acheter des journaux, pour le partager, il fallait prêter son journal. On ne pouvait pas prêter un journal à beaucoup de monde autour. Et donc maintenant, il y a les articles. Ça a un petit peu dérivé. Maintenant, il y a également des blogs. Donc ça, c'est des chercheurs qui se disent « Tiens, j'ai envie de raconter au grand public ce qu'on fait. » Donc souvent, il y a soit des blogs personnels, donc des gens qui montent leur blog et qui disent « Voilà, moi, ce que je fais », qui écrivent des petits articles toutes les semaines, ou plusieurs par semaine, ou parfois une fois par mois. Ça dépend un petit peu du temps qu'ils ont, pour raconter leurs recherches. Mais il y a aussi des choses que le web a permises qui sont un petit peu plus... qui sont vraiment différentes, qui sont moins conventionnelles, et notamment... Twitter, par exemple. Twitter, c'est génial. Franchement, ça fait que quelques années que les chercheurs ont commencé à s'en emparer, voire, je dirais, 1 ou 2 ans que vraiment les chercheurs s'y sont mis. Maintenant, il y a beaucoup de chercheurs qui ont des comptes Twitter. Il y a également des comptes Twitter qui, chaque semaine, donnent la main à un chercheur pour vous raconter ce qu'il fait, quelles sont les recherches qu'il fait, son quotidien, etc. Et franchement, grâce à ça, ça fait un peu comme si on avait un chercheur dans sa poche. Donc, vous allez sur votre compte Twitter, vous pouvez voir ce qu'il fait, mais vous pouvez également leur poser des questions. Donc là, la dimension d'humanité dont je parlais juste avant, elle va vraiment être, grâce aux réseaux sociaux, elle va prendre une ampleur qui est vraiment géniale. On va pouvoir avoir un chercheur à portée de main, on va pouvoir suivre sa vie, voir un petit peu ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. On va pouvoir en suivre plusieurs. Et on va pouvoir vraiment leur poser des questions qu'avant, il aurait fallu aller dans un laboratoire, donc comme je disais, c'est compliqué. Il aurait fallu aller dans un labo ou en conférence, et puis souvent en conférence, on a peur de poser une question, on se dit ma question va paraître un peu bête, et puis ça nous donne aucun indice sur la vie de tous les jours. Parce que par exemple, généralement, quand on imagine un chercheur, on regarde, on se dit... Bon, ça doit ressembler à, je sais pas, peut-être les gars des experts. Vous savez, les gars qui récupèrent un tube, qui mettent ça dans une machine, qui attendent 2 secondes comme ça, et clac, ils sortent le résultat. Sauf que dans un labo de recherche, c'est pas du tout le même temps qui se passe. C'est-à-dire qu'on le récupère, on va dans un coin, on fait quelque chose, et puis là, faut attendre 24 heures. Donc on va attendre, on va bosser sur autre chose en attendant, etc. Et puis la même manip qu'on voit dans les experts qui dure 3 minutes, dans la vraie vie, ça va prendre 1 semaine. Et puis ça, c'est quand tout va bien. La vie de chercheur, parfois, c'est, je vais faire ma manip d'1 semaine, et puis, ça marche pas.
donc je vais la refaire, hein. Puis je vais passer une autre semaine dessus, et puis une autre semaine dessus, etc. Et le fait d'avoir Twitter ou d'avoir accès un petit peu plus à cette dimension humaine, ça nous fait nous rendre compte qu'au final, la recherche, parfois, c'est pas juste Eureka, j'ai une super invention, j'ai une idée, et pof, on invente un truc, on tombe sur une hypothèse géniale, on la teste et ça marche d'un coup. Et on se rend un peu plus compte voilà, du travail qui est fourni et qui est mis dans tout ça. Il y a également une autre facette de la vie de chercheur que les gens savent très très peu, et qui est à peu près, je pense, qui est la pire, la plus chiante, on peut dire. Donc quand on fait ces expériences et qu'elles marchent, là c'est génial. On se retrouve avec un résultat, on est super content. Puis la première chose qu'on va faire, c'est publier, c'est dire au monde, voilà, j'ai trouvé ça, c'est génial, je suis super content, ma théorie est validée. Sauf que pour que ça soit publiable, il faut que ça soit généralement statistiquement significatif. Et là, pour que ce soit statistiquement significatif, il faut refaire l'expérience. Généralement plusieurs fois. Pour que, effectivement, on ait plusieurs fois ce même résultat et qu'on puisse dire, bon là j'ai vu ça et c'est un vrai truc, c'est solide, je vous promets, on y croit. Et ce process peut parfois prendre jusqu'à 1 an. Et ce qui est très frustrant pour un chercheur, c'est que cette année de travail à refaire et refaire et refaire un truc, on sait déjà que ça marche, mais il faut juste montrer et espérer que ça remarche pareil, bah souvent ça se termine en petite étoile, tout en haut d'un graphe, et qui dit bah ouais, c'est bon. Les stats l'ont vérifié, et en fait, ça c'est 1 an de la vie de chercheur. Donc tout ce genre de choses, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avant, bah voilà, on écrivait un article, peut-être vulgarisé, vous aviez accès au savoir, mais maintenant vous pouvez un petit peu plus savoir ce qui se passe dans les labos. Depuis quelques mois, ou depuis l'été dernier, donc quasiment 1 an, il y a Instagram également qui est venu se mettre au milieu du mix, et il y a un compte qui a été créé, ça s'appelle Scientists Who Selfie, et c'est un petit peu pour casser l'image des scientifiques, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sciences qui se passent dans un laboratoire, avec des gants, des lunettes, une blouse, mais il y a énormément de sciences, et probablement plus de sciences, qui se passent sur le terrain ou à des endroits où on n'imagine pas forcément, à étudier, je sais pas moi, des squelettes, à étudier des animaux bizarres, à aller dans la jungle récolter des insectes, etc. Et du coup, pour montrer un petit peu la diversité de tout ça et ce que c'est au final que d'être un scientifique, ils ont créé ce compte Instagram qui permet de voir des scientifiques en plein travail, etc. Et puis, le web a permis un truc génial, c'est de pouvoir discuter de loin. Par exemple, Pint of Science, le festival dont on vous a parlé en intro, que j'ai créé il y a 5 ans, il est né donc, en Angleterre, et maintenant il existe dans plein de pays, et il n'existerait pas sans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là maintenant on est dans 21 pays, on ne voyage pas, on se voit très rarement en vrai. Généralement, c'est des vidéocalls, ça va être des Skype, des mails, etc. Et donc, c'est drôle parfois de se dire le web vraiment est partout, hein, pas juste dans des formats vraiment typiquement web. On pourrait se dire oui, forcément, les articles sur Internet, oui, le web est là, mais même dans tout ce qui est événementiel, etc. Sans Internet, j'aurais pas pu. J'étais à Londres au moment où j'ai créé Pint of Science France. Sans Internet, j'aurais jamais été capable de faire ça. Sans mon smartphone, j'aurais jamais été capable de créer Pint of Science. Et les nouveaux pays maintenant qui créent chacun Pint of Science à leur tour, auraient jamais été capables de faire ça non plus. Donc voilà vraiment l'apport du web. Il y a énormément, il y a énormément d'articles à disposition. On a de la chance en France parce qu'il y a vraiment une mine de sources d'informations validées qu'on peut vraiment, à qui vraiment on peut faire confiance. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays, je pense aux États-Unis par exemple. Mais en France, notamment, il y a énormément d'instituts qui font de la communication. Donc vous avez vraiment accès directement à des articles vulgarisés par exemple, du CNRS, de l'INSERM, etc., de qu'est-ce qui se passe dans leur laboratoire. Il y a énormément de blogs, de vidéos, on a de très bons youtubeurs de sciences, donc le savoir est vraiment à une portée de clic, c'est vraiment très bien, c'est très validé. Il y a également un collectif qui s'appelle le Café des Sciences. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, probablement pas,
mais c'est un collectif qui va regrouper tous les vulgarisateurs scientifiques. Donc si vous allez sur la page du Café des Sciences, vous aurez énormément de membres, et là, vous pourrez avoir accès à pas mal de types de vulgarisation différentes. Il y a des blogs, il va y avoir aussi de la BD, il va y avoir des vidéos YouTube, il va y avoir vraiment un petit peu de tout sur tous les sujets, sur toutes les sciences. Donc c'est bien, c'est validé, parce que justement, parfois, malheureusement, le web a aussi apporté une facilité d'échange qui fait que parfois, au lieu d'échanger une bonne info, il va y avoir pas forcément une fake news, mais un petit peu d'intox ou un truc légèrement pas forcément vérifié qui va circuler. Parce que malheureusement, aujourd'hui, un fait va avoir un peu le même poids qu'une opinion ou qu'une rumeur, et ça va être partagé un petit peu de la même façon. Donc comment est-ce qu'on peut être sûr que l'info qu'on est en train de lire là, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une intox, voilà. Généralement, je vous donnerai probablement un ou deux conseils, mais généralement, c'est la source. C'est-à-dire que quand les gens sont vraiment très vagues, ne citent aucune source, ne citent personne directement. On dit, voilà, il y a des on dit que, on pense que, etc. Faut généralement pas le croire. Le top, c'est quand il y a quelques sources, alors ça va être généralement des noms incompréhensibles de journaux très bizarres, avec une liste de plein de gens et un titre en anglais. Alors là, c'est génial, parce que ça veut dire que c'est un vrai article scientifique, donc que les gens se sont basés dessus. Souvent, quand il y a des interviews de chercheurs également, c'est vraiment bien, parce qu'on se dit, bon voilà, au moins l'info vient directement du chercheur. Mais voilà, si vous voulez être sûr d'avoir une bonne info, vraiment, je pense que toujours essayer de vérifier s'il y a des sources, si les gens citent vraiment de la vraie recherche, ou s'ils citent plus des opinions d'autres personnes. Les opinions, très clairement, ça peut être un petit peu... ça peut être déformé. C'est pas forcément basé sur des faits réels. Quand on pense, il y a un chiffre qui est sorti il n'y a pas longtemps, moi ça m'a fait froid dans le dos. Il y a quand même 9% des Français qui pensent qu'il est possible que la Terre ne soit pas ronde comme on leur a appris à l'école. C'est-à-dire qu'un Français sur 10 se dit « Non mais moi je pense qu'effectivement, on m'a appris qu'elle était ronde, mais peut-être qu'elle est plate. » Et ça, c'est parce qu'il y a pas mal, au final, de gens qui ont partagé des opinions, pas forcément basées sur des faits, parce qu'on sait tous que si la Terre était plate, les chats auraient déjà tout viré depuis très longtemps. Hein. Mais bon, ça, c'est un fait. Hein. Et on se dit, oui, quand même, 9%, ça fait peur. On revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire que avec cette facilité de partage, il y a aussi une facilité de partage d'intox. Donc voilà, ce que j'ai envie de terminer. Je suis pas sûre, je suis pas niveau temps parce que j'ai envie de terminer en vous disant, partagez l'info. Surtout, n'hésitez pas à partager plein d'infos, etc. Mais juste avant, vérifiez les sources avant de cliquer pour être sûr que vous allez partager des bonnes choses. Et un dernier truc, si vous en avez assez d'être derrière votre ordinateur, venez avec nous dans un bar en mai prochain pour Pint of Science. Merci beaucoup, Élodie. On retient l'invitation et je voudrais vraiment remercier Élodie parce qu'elle a fait référence, sans le citer, au titre du livre de Sébastien Bossic-Rossi, Funambule, parce que tous nos intervenants ont un timer. Et là, le timer s'est mis en rade, donc merci infiniment. Élodie, sous vos applaudissements, allez.